Si vous êtes en train de créer votre entreprise ou alors que vous êtes en train de développer de nouveaux produits, de nouveaux process, ce livre est fait pour vous. Dans ce premier épisode de Book to Business, on va voir Lean Startup d'Eric Ries. Si je devais tout simplement donner un sous-titre à ce livre, deux sous-titres pour le coup, je l'appellerais d'abord l'anti-business model. C'est un livre qui est clairement contre l'idée de créer un long document de 367 pages avec tout le plan pour développer son entreprise et de le suivre aveuglément jusqu'à la fin. Et le deuxième titre, ça serait le Trial and Error fanatique. Une grosse partie du concept de ce livre, c'est clairement ça. Je vais vous expliquer le concept de ce livre en 10 points, puis on finira par une application concrète. Le premier point, c'est que nos décisions sont basées sur des hypothèses. Pour l'illustrer, un petit business model, un petit présentation de business, quelqu'un qui dit « Je propose des sites web à haute conversion pour coachs et formateurs afin de les aider à attirer plus de clients en ligne. Mon service inclut design, stratégie marketing et optimisation de conversion. Les clients paient 2000 à 5000 euros par site. » Ça paraît très clair. Là-dessus, sur cette présentation, on peut trouver 3 hypothèses. La première, c'est sur le problème. Les coachs et formateurs ont-ils un problème d'acquisition de clients en ligne? On ne sait pas. Deuxième, c'est le prix. Est-ce qu'ils sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros un site qui va améliorer leur vente? Et troisième, c'est sur la solution, est-ce qu'ils préfèrent une solution clé en main, c'est-à-dire design, marketing, tout inclus, ou alors ils préfèrent juste un simple site web, ils s'occuperont de tout ce qui est marketing et tout ça de leur côté ou avec un autre prestataire. Toutes ces hypothèses dans la présentation du business, elles sont considérées comme un fait, c'est-à-dire qu'on se dit oui, bien sûr que les coachs ont des problèmes de conversion, bien sûr qu'ils sont prêts à payer autant, bien sûr que préfèrent une solution clé en main, tout est basé là-dessus. Et Eric Ries, il parle de 2 types d'hypothèses. La première, c'est les hypothèses de valeur. Les hypothèses de valeur, c'est sur le produit. Par exemple, les 3 exemples que je donnais plus tôt étaient des hypothèses de valeur. Qu'est-ce qu'on va vendre? De quelle façon on va le vendre? Le prix, tout ça, c'est des hypothèses de valeur. Puis les hypothèses de croissance. Les hypothèses de croissance, c'est comment on va faire croître l'entreprise. Ça peut être une histoire de promotion, mais ça peut être aussi la méthode de monétisation. Est-ce que sur le site internet, les gens préfèrent payer d'un coup ou ils préfèrent un abonnement? Est-ce que ils préfèrent payer ou alors avoir des pubs sur leur site et le revenu des pubs nous revient? Cette première règle, c'est la base de tout le livre. Tout se base sur cette idée-là. Et donc, on peut le deviner, la deuxième règle, c'est qu'il faut confirmer ou réfuter ces suppositions. Il y a principalement 2 façons de le faire. La première, c'est de faire un test. On parlera des différents tests un peu plus tard. Et le deuxième, c'est des recherches. Et notamment, on parle de 2 types de recherches. La première, ce sont les recherches primaires. L'idée, c'est qu'on fait soi-même les recherches. On va soi-même créer les données. La deuxième, c'est qu'on va chercher les données quelque part. Par exemple, une recherche internet, c'est des recherches secondaires. Un sondage qu'on fait soi-même, c'est des recherches primaires. L'idée, c'est que c'est intéressant d'avoir les deux. Les recherches secondaires, elles ont tendance à être peut-être un peu plus générales, mais elles sont notamment très intéressantes pour des grosses recherches. Si j'ai besoin de recherches sur toute la démographie française, je ne peux pas le faire tout seul. Ça, recherche secondaire, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour des choses comme de la science ou ce genre de choses. J'ai pas besoin de créer moi-même le théorème de Pythagore. C'est bon, ça a été fait. Je peux considérer ça bon, je l'applique. On peut appeler ça d'une certaine façon des recherches secondaires également. Mais par contre, les recherches primaires, parfois, elles sont vraiment utiles, notamment lorsque les données n'existent pas ou lorsqu'il n'y a pas de données assez précises. Si j'ai besoin de savoir pour le petit restaurant que je veux ouvrir un peu les habitudes de consommation dans ma petite bourgade de 300 habitants, je ne pense pas que l'INSEE soit venu dans ma bourgade pour faire ce genre d'études. Et bien là, faire des recherches primaires, faire moi-même un test de recherche sera pertinent. Et du coup, comment on fait ça? Eh bien, c'est via une structure, via un process qui est le build, measure, learn, qui est construire, mesurer, apprendre. Une très large partie du livre est sur ce concept. Tout ce qu'on va voir sur les 7 points suivants sont liés à ça. L'idée, c'est que, on a déjà parlé des hypothèses avant, on va d'abord définir l'hypothèse. Ensuite, on va tester. C'est un peu le construire. On va définir un test, créer un test pour confirmer ou réfuter l'hypothèse. On va ensuite mesurer. On va utiliser des métriques claires pour analyser les résultats. Puis, on va apprendre. Sur la base de ces métriques, on va confirmer ou réfuter l'hypothèse initiale. Eric Ries explique qu'il faut clairement choisir les bonnes métriques, choisir les bons tests en fonction de l'hypothèse et surtout définir les résultats attendus, c'est-à-dire de définir les critères de réussite ou d'échec du test. Et donc, ce qui va permettre de définir si l'hypothèse est réfutée ou confirmée. Si on prend un exemple, on revient sur notre entreprise précédemment de web design, sur la première hypothèse qui était les coachs et formateurs ont un problème d'acquisition de clients en ligne. Le test, ça peut être potentiellement que je vais assister à des événements pour coach avec un grand panneau et leur faire mettre une petite gommette sur une frise entre 1 et 10 pour qu'ils puissent exprimer à quel point l'acquisition est un pain point, un problème pour eux, une souffrance pour eux. Ma mesure, ça sera toute gommette étant
à 7 sur 10 ou plus compte pour une personne ayant ce problème. Donc, ça compte pour un point. Ça veut dire que je suis capable de donner un score à la fin. Imaginons, j'ai pris 1000 personnes et qu'il y a 700 personnes qui ont un score de 7 ou plus, et ben ça fait 70 sur 1000, ça fait 70%. Si je considère qu'il faut que j'ai au moins 65% de score pour que cette hypothèse soit confirmée, et bien dans ce cas-là, dans cette situation-là, l'hypothèse a été confirmée. Si je prends un cas réel, on va parler de Zappos. Si vous ne connaissez pas, Zappos, c'est une entreprise qui vend des chaussures en ligne. L'histoire, c'est que avant Zappos, il n'y avait pas vraiment ce business. La vente de chaussures en ligne, c'était pas quelque chose de commun. L'hypothèse qui devait confirmer, plutôt les deux, c'était est-ce que les gens sont prêts à acheter des chaussures en ligne? Est-ce que peut-être qu'ils ont besoin vraiment d'essayer et du coup ça leur viendrait même pas à l'esprit d'acheter des chaussures en ligne? Et si c'est vrai, est-ce qu'il y a un marché suffisant? Créer un business? Eh bien le test qu'ont fait les fondateurs de Zappos, c'est qu'ils sont allés dans des boutiques physiques et leur ont fait une proposition. Leur ont demandé est-ce qu'on peut prendre une photo de vos inventaires? Ce qu'on va faire, c'est on va créer un site internet avec vos inventaires, avec vos produits. On va vendre sur l'autre site vos produits. S'il y a une vente, on viendra dans votre magasin, on l'achètera la chaussure au prix normal, au prix d'achat, et nous, on s'occupera de l'envoi. C'était un moyen de tester l'hypothèse sans avoir à acheter par exemple de stock. Les métriques pour mesurer, c'était le chiffre d'affaires généré et le taux de conversion. Spoiler, ça a marché et maintenant Zappos existe. Le quatrième point, c'est le concept de MVP. Très connu, parfois un petit peu mal utilisé. Le MVP, c'est le Minimum Viable Product, le produit minimum viable, si on traduit littéralement. C'est un concept qui n'a pas été créé par Eric Ries, ça a été créé par Frank Robinson de ThinkDev, qui était une boîte de consulting. Ça a été créé en 2001, mais ça a été démocratisé par Eric Ries dans le livre Lean Startup en 2011. Un MVP, c'est un produit qui a été créé au minimum. Tout ce qui est superflu a été enlevé. J'ai presque envie de dire, il fonctionne à peine. Il sert à tester et à mesurer. Certaines hypothèses ont besoin d'un produit ou de quelque chose pour créer. Par exemple, si on prend l'exemple de Zappos, s'ils avaient besoin d'un site internet, eh ben, ils n'ont pas créé le site internet le plus beau du monde, ils n'ont pas fait une campagne de SEO, d'ado, travailler sur des photos ultra bonne qualité. Non, ils ont fait le minimum pour que ce soit viable et pour pouvoir tester le plus rapidement possible. C'est le concept du MVP. Eric Ries parle de 3 MVP différents. Il parle du MVP d'abord vidéo. Le MVP vidéo, c'est de créer une vidéo qui présente ou qui montre le produit et de voir les réactions. Une boîte qui a fait ça notamment, c'est Dropbox, où le fondateur de Dropbox a publié une vidéo où on pouvait le voir utiliser et présenter son produit, qui a amené sur le landing page où les gens pouvaient s'inscrire à une liste d'attente. Spoiler, le produit n'existait pas encore. C'était un moyen pour lui de voir s'il y avait un intérêt ou pas. Le deuxième type de MVP, c'est le MVP concierge. L'idée, c'est de créer le produit ou le service pour un client en particulier d'abord. Et en fait, d'utiliser cette prestation, d'utiliser cette expérience pour faire des tests, pour développer la prestation, le produit petit à petit. Et ensuite, lorsqu'on a quelque chose d'un peu solide, ou une fois qu'on a réfuté ou confirmer une hypothèse, de passer à l'étape suivante ou d'élargir. Et le troisième, je ne comprends toujours pas pourquoi ça a été appelé comme ça, c'est le MVP magicien d'Oz. Tout pertinent pour des projets technologiques, c'est l'idée que lorsque parfois certains logiciels, certaines apps vont faire quelque chose elles-mêmes en interne via la technologie, et bien là, pour ne pas avoir à développer quelque chose qui prend potentiellement des mois de développement juste pour faire un test, l'idée c'est que ça va être des humains qui vont le faire. D'une certaine façon, l'exemple de Zappos est un MVP magicien d'Oz. Le cinquième point, c'est sur les métriques. On parle de métriques utiles et de métriques de vanité. L'idée, c'est que certaines métriques ne permettent pas de bien calculer un effet positif sur l'entreprise, ce qu'il appelle les métriques de vanité, les vanity metrics en anglais. Et donc, il faut éviter. Par exemple, le nombre d'utilisateurs d'une application. Par exemple, le nombre de téléchargements d'une application. On ne sait pas combien de personnes utilisent vraiment ce produit. Peut-être que 10 000 personnes ont téléchargé l'application, mais peut-être que seulement 2% des personnes l'utilisent. C'est pas vraiment un succès. Alors que potentiellement, pareil, une autre application, 10 000 téléchargements, 90% d'utilisation. Génial. Une autre métrique pas très utile, le nombre de vues. Le nombre de vues, par exemple, sur une vidéo promotionnelle. On peut dire, ah ouais, ma vidéo, elle a fait le buzz, il y a plein de gens qui l'ont vu. Mon produit, il va être génial, les gens sont intéressés. Mais les visiteurs, on ne sait pas s'ils sont devenus clients. Donc, c'est pas très utile, pour la plupart des business du moins. Et ensuite, le chiffre d'affaires cumulé. Le danger avec cette métrique, c'est que ça peut que monter ou stagner dans le pire des cas, mais ça ne diminuera jamais. Et de ce fait, ça peut cacher des problèmes. Une baisse d'intérêt pour le produit ne sera pas visible sur un chiffre d'affaires cumulé. À l'inverse, des métriques utiles, c'est par exemple le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est génial pour faire des tests.
Si vous ne savez pas ce qu'est le taux de conversion, c'est le nombre de prospects, de clients potentiels qui deviennent des vrais clients. Eh bien, on peut faire plein de tests sur des canaux d'acquisition, sur des modifications du produit ou du service et voir quel est le changement sur le taux de conversion. Si plus de personnes sont converties en faisant ça, c'est que c'est mieux que ce qu'il y avait avant et vice-versa. Un autre taux qui est intéressant, c'est le taux de rétention. Surtout pertinent pour des produits qui sont achetés répétitivement, mais également pour des produits sous abonnement. C'est le nombre de personnes qui restent. Eh bien ça, c'est génial pour voir si ça apporte de la valeur. Si je suis inscrit à un truc par abonnement et que finalement, c'est pas aussi bien que ce que je pensais, je vais me désinscrire. Alors que si c'est bien, je vais peut-être continuer l'abonnement. Et le dernier, c'est le coût d'acquisition client. Combien ça me coûte pour acquérir un client, pour transformer un prospect en client? Déjà, c'est très intéressant pour comparer différents canaux d'acquisition, différentes méthodes d'acquisition. On va comparer le taux de conversion et le coût d'acquisition. Et ensuite, on peut aussi voir à quel point le business est viable. Si on compare le coût d'acquisition, c'est-à-dire combien ça nous coûte pour obtenir un client, et le lifetime value, qui est combien en moyenne un client nous rapporte pendant tout son temps. Si le coût d'acquisition est supérieur au lifetime value, il y a un problème. Si ça me coûte 500 € pour trouver un client, mais que chaque client en général dépense 100 €, bah bravo, chaque client me coûte 400 €. C'est de la perte. L'inverse, si ça me coûte 100 €, mais que généralement il dépense 500 €, chaque client me rapporte en moyenne 400 €. Donc écartez-vous des vanity metrics, des métriques de vanité. Utilisez au maximum les métriques utiles. Maintenant, l'idée de pivot. On a parlé précédemment, build, measure, learn. Une fois qu'on apprend, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut choisir. Est-ce qu'on persévère ou est-ce qu'on pivote? Chaque chose qu'on apprend nous donne plus d'informations sur notre marché, sur notre business, sur le potentiel de notre business. Et donc, il est important de se dire, ouais, là, je vais dans la bonne direction, je persévère. Ou là, vu ce que j'ai appris, ça va pas, je pivote. Pivoter n'est pas abandonner. Pivoter, c'est changer de cap pour aller vers la réussite. Et surtout, c'est éloigner de l'échec. Eric Ries parle de 3 types de pivots. Le premier, c'est les pivots de segments de consommateurs. L'idée, c'est de changer de consommateur, de type de consommateur. Par exemple, imaginons, je fais des barres de céréales. Au début, c'était des barres de céréales véganes. Donc moi, c'était pour la population végane. Sauf que je m'aperçois, via mes tests, que les véganes n'achètent pas mes barres de céréales. Par contre, les sportifs l'adorent. Et bah peut-être que je peux changer mon business de je vends des barres de céréales pour les véganes à je vends des barres de céréales pour les sportifs. Le deuxième, c'est le pivot de capture de valeur. L'idée, ça va être de changer la monétisation. Par exemple, peut-être que j'avais un business qui est de vidéo, peut-être que j'avais un business de formation et à la base, c'était un abonnement et au final, je le switch, je le change, je le bascule vers un paiement unique. C'est pas un échec, c'est juste que peut-être ça convient mieux à ma population, à mon produit, à mon marché. Et le troisième, c'est le pivot de moteur de croissance. On parlera un petit peu plus tard des moteurs de croissance, mais grosso modo, c'est ce qui fait grandir votre entreprise, ce qui la fait se développer. Maintenant, le 7e point, c'est un peu l'origine de Lean Startup. Lean Startup, ça vient de 2 concepts. Le premier, c'est le développement agile. Eric Ries était un développeur à la base. Le développement agile, c'est l'idée de créer de la valeur rapidement, de s'adapter au changement et d'améliorer le produit en continu. Sur des applications, c'est l'idée de sortir des mises à jour, des petits changements très rapidement et de voir l'effet sur le marché. C'est un concept qu'on retrouve clairement dans Lean Startup. L'idée de faire beaucoup de tests pour apprendre rapidement. Et le deuxième, c'est le Lean Manufacturing. C'est un concept qui vient de chez Toyota et c'est l'idée de tout ce qui ne crée pas de la valeur, on l'enlève. Dans Lean Startup, il y a ce même concept, tout ce qui ne crée pas de la valeur et n'amène pas un apprentissage, n'amène pas une nouvelle leçon, c'est inutile. Le 8e point, c'est les moteurs de croissance. On en a parlé légèrement avant. Eric Ries parle de 3 moteurs de croissance, c'est-à-dire c'est ce qui va faire développer, grandir votre entreprise. Le premier, c'est le sticky growth, la croissance collante, si on traduit. C'est l'idée que les clients restent longtemps. Et donc, si les clients restent longtemps, à chaque fois qu'on a un nouveau client, le nombre de clients augmente. C'est le cas notamment de tous les produits qui ont des achats récurrents, comme par exemple Gillette, les rasoirs, mais aussi tout ce qui est par abonnement et notamment les jeux en ligne. World of Warcraft, par exemple. La deuxième, c'est la viral growth, la croissance virale. C'est l'idée que chaque client amène de nouveaux clients. C'est notamment le principe des systèmes de parrainage. On veut qu'à chaque fois qu'on a un client, que ces clients amènent certains de ses amis. C'est aussi le cas de nombreuses plateformes qui gagnent de la valeur plus il y a de clients dessus. Par exemple, les réseaux sociaux. S'il y avait que 5 personnes sur Instagram, ça n'aura peut-être pas autant de valeur, mais du fait qu'il y ait des millions de personnes dessus, c'est intéressant. De la même façon, Etsy. Et le troisième, c'est la paid growth, la croissance payante. C'est le principe de publicité. Souvent, tout ce qui est e-commerce fonctionne beaucoup là-dessus. Par exemple, back market, mais aussi beaucoup de services sont là dans l'urgence.
Par exemple, un serrurier. Généralement, un serrurier, on va juste chercher sur internet rapidement parce qu'on est bloqué à l'extérieur, et ben le premier qui arrive, souvent ça va être lui qui va être choisi. Donc souvent, ça va être du Google Ads. Ensuite, il y a le concept de la comptabilité de l'innovation. Malheureusement, dans la compta classique, l'innovation est souvent un coût, c'est une dépense. Comment est-ce qu'on peut inclure ça dans la comptabilité? C'est ce que Eric Ries appelle la comptabilité de l'innovation. L'idée, c'est qu'on va définir la métrique, une certaine métrique qu'on a choisie, à son taux actuel. On va définir différents moteurs de croissance pour cette métrique et travailler dessus. Toute augmentation est intéressante, bien sûr, à comparer avec le coût pour l'augmenter. Et ça permet de décider notamment de pivoter ou persévérer. C'est une autre façon, un autre angle de regarder le process de build, measure, learn. Pour terminer, Eric Ries parle d'une culture lean. L'idée, c'est que déjà, le concept de lean startup, le build, measure, learn, tout ça, c'est pas juste quelque chose qui est tout en haut de la boîte, au niveau stratégique. Tout département peut l'appliquer. Le département commercial peut tester de nouvelles choses et calculer, voir si ça fonctionne. Même une secrétaire peut peut-être mettre en place de nouveaux process et voir ce qui est le plus rapide. Mais aussi le fait que c'est quelque chose qui est applicable pour tout type d'entreprise. Certes, à la base, c'est écrit pour les startups, mais c'est quelque chose d'utilisable. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, d'un freelancer à une multinationale. Vous pouvez voir notamment à l'écran quelques entreprises qui ont clairement dit avoir utilisé ou utilisé maintenant la méthode Lean Startup, ou alors qui ont des process qui au final ceux de Lean Startup. Moi-même dans mon business, j'utilise très souvent et pourtant j'ai pas la taille d'Airbnb. Maintenant, si on essaie de voir un cas concret, comment une entreprise peut mettre en place Lean Startup. Ici, je vais créer une entreprise qui vend des box mensuelles avec des snacks coréens. L'idée, c'est que tu t'abonnes et tu reçois tous les mois ta petite box avec des snacks. Et donc, c'est pour les fans de culture coréenne. Là-dessus, je vais avoir 4 hypothèses. L'idée que les Français aiment découvrir des snacks coréens authentiques, du moins les fans de Corée. L'idée, c'est que les gens sont prêts à payer 25 € par mois un abonnement pour recevoir une box. C'est le prix que j'ai décidé. La troisième, c'est qu'une landing page avec quelques photos et une description sera suffisante. J'ai pas besoin d'avoir un site ultra complexe, une landing page. Et la quatrième, c'est que les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, peuvent générer des clients intéressés. Que c'est un canal d'acquisition pertinent. Eh bien, mon premier test, mon premier build, measure, learn, sera peut-être de créer une landing page très simple avec un formulaire de précommande. Et je ferai une petite vidéo, une vidéo courte que je mettrai sur le site, mais également sur Instagram, avec un petit budget pub. Et je vais voir le nombre de personnes qui vont de la vidéo arriver sur ma landing page et s'inscrire au formulaire de précommande. Les métriques que je vais utiliser, ça sera les interactions Instagram, notamment les commentaires et les messages, mais aussi les réponses au formulaire, à la fois d'un côté quantitatif, mais d'un côté qualitatif. Il y aura peut-être quelques informations que des gens m'enverront qui seront utiles. Et par exemple, imaginons je fais ce test et le résultat est que les clients aiment les snacks authentiques coréens, mais ils veulent des petites portions pour tester. Que le prix de 25 € semble acceptable, les gens disent « Oh, c'est cool », mais certains aimeront peut-être une option un peu moins chère. Et le troisième, c'est que Instagram arrive à générer de l'intérêt pour mon produit. Qu'est-ce que je fais de ces leçons? Comment je peux en tirer quelque chose de concret? Et bien par exemple, peut-être du fait d'avoir deux offres, d'avoir une box découverte à 15 € et une box classique à 25 €. D'avoir des variations, c'est-à-dire ajuster le contenu selon les snacks les plus demandés. Sur la base des packs découvertes, c'est un test qui peut être fait en continu pour améliorer les ventes. Et le troisième, c'est de continuer à utiliser Instagram pour tester de nouvelles idées de contenu et de promotion. Donc ce Build, Measure, Learn, il m'a à la fois de confirmer certaines hypothèses et ils m'ont fait me poser aussi d'autres questions que peut-être je vais répondre via un autre Build, Measure, Learn. Du coup, dites-moi, Lean Startup d'Eric Ries, vous adoptez ou c'est un truc de bamboozeur? De mon côté, j'adopte clairement. C'est un livre qui m'a beaucoup influencé dans mon parcours d'entrepreneur et je me rappelle de quand je l'ai lu, pas très longtemps après sa sortie. À cette époque, il avait un succès fou. Et il y avait beaucoup d'événements ou de groupes en France, mais aussi à l'étranger, autour de ce concept, des groupes d'entrepreneurs qui travaillaient ensemble un peu sur s'entraider sur ce build, measure, learn pour grandir l'entreprise ensemble. Même si on en parle beaucoup moins maintenant, on voit toujours les restes de Lean Startup dans l'entrepreneuriat, que ce soit francophone, mais aussi le concept de MVP, le concept de test rapide. Ça vient de Lean Startup notamment. J'espère que ce premier épisode de Book to Business vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire le prochain livre que vous souhaitez que je traite et dites-moi ce que vous en pensez. Lean Startup, adopté ou bamboozeur?